Bonjour à tous. Bonjour à tous. Live spécial aujourd'hui, en ce vendredi 4 mai. Pourquoi? Pour évoquer un sujet très spécial, le RGPD. On est donc en présence de deux guest stars spéciales aujourd'hui, Laurent Thomas et Christophe Landa. Alors Laurent, je te laisse te présenter en une phrase et surtout te présenter la solution, le pourquoi tu es là aujourd'hui. Christophe, ça sera à toi dans quelques secondes et on reviendra en fin de live justement sur les présentations plus complètes. Messieurs, merci d'être là déjà. Merci de nous inviter sur cette belle place de la comédie. Donc moi c'est Laurent, on est Agilitation, une société qui édite des logiciels principalement pour les e-commerçants, mais pas que. Et dans le cadre du RGPD, on a développé Accectio, une solution de recueil de consentement qui génère des encarts certifiés RGPD à positionner sur son site. On y reviendra tout à l'heure. Exactement. Merci. Ouais, merci de votre invitation. Donc, moi, c'est Christophe Landa, je suis avocat au barreau de Montpellier, correspondant informatique et liberté depuis 2012. Et puis, j'aide Accectio directement, puisque je suis associé à l'aventure, à développer cette solution qui a vocation à simplifier la vie des entreprises. Et puis aujourd'hui, on est là pour parler du RGPD, pas de la RGPD. Eh oui, attention. Du RGPD. C'était la première erreur. On va essayer de simplifier tout ça et puis de répondre aux questions si jamais il y en a. Exactement. Ouais, exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évoquer rapidement ce qu'est justement le RGPD, qui ça concerne, qu'est-ce qu'une donnée personnelle, et ensuite on va évoquer des sujets de fond et on va les aborder de manière très concrète, c'est-à-dire les actions à mettre en place. Et les principales questions, exactement. généralement, que les personnes que tu croises, toi, Laurent, te posent pour essayer de… C'est ça. Parce qu'effectivement, le texte initialement en anglais de plusieurs centaines de pages a eu plusieurs interprétations personnelles de la part des journalistes, des blogueurs, des experts en la matière. Et nous, on va essayer de vulgariser un peu tout ça en reprenant un peu les questions phares. Voilà, est-ce que je dois donner un DPO, etc., etc. Donc on y reviendra de manière assez claire, en espérant que les entreprises qui nous écoutent comprendront ce qu'ils doivent faire. Si vous voulez plus d'infos sur le règlement, on vient de le mettre en commentaire, donc vous pouvez cliquer sur le bouton, vous allez arriver sur le gros texte de loi qui fait beaucoup de pages pour le coup, si vous voulez vraiment creuser en détail. Super. On commence par, c'est quoi le RGPD simplement? Alors, le RGPD, Règlement général pour la protection des données à caractère personnel. Okay. C'est pas une nouveauté pour les juristes, puisque c'est un texte qui est en construction depuis longtemps et qui est, on va dire, finalisé depuis 2016. Qu'est-ce que c'est? C'est un texte qui vient remplacer tout l'existant en matière législative sur la protection des données à caractère personnel. Il y a une loi qui est assez familière des chefs d'entreprise et même des personnes physiques de manière générale. C'est la loi du 6 janvier 1978 qui a été actualisée au fur et à mesure par divers décrets et directives européennes. Ça ne va pas totalement la remplacer, mais ça va venir la compléter. Ça va être vraiment la colonne vertébrale de la protection de vos données personnelles. Donc, c'est un élément dont les entreprises vont devoir tenir compte. Ça ne va pas empêcher l'économie de la donnée personnelle, ça va venir la réguler tout simplement. C'est comme ça qu'on peut définir le règlement général sur la protection des données personnelles. Une première chose peut-être qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter du RGPD, même si c'est aujourd'hui vécu comme une contrainte par les entreprises. Il faut au contraire se saisir de l'opportunité. Alors c'est peut-être facile à dire, peut-être qu'aujourd'hui on va pouvoir expliquer comment le faire. Et une fois qu'on a compris que ce n'était pas forcément une contrainte mais une opportunité, eh bien il faut, on va dire, se mettre en place, se mettre au carré vis-à-vis du RGPD, sachant que l'Union européenne qui crée ce texte a créé en son temps la libre circulation des marchandises, grâce à l'espace économique européen, la libre circulation des personnes, ces deux acquis que personne ne remettrait en question aujourd'hui. Et le troisième acquis du RGPD, celui qui arrive aujourd'hui, c'est la libre circulation de la data, de la donnée personnelle. On ne dit pas vous n'avez pas le droit de faire circuler la donnée personnelle, on vous dit voilà comment vous allez le faire, essayez de respecter les règles du jeu. Voilà poser un peu grosso modo le paysage de l'RGPD. Très bien. On peut dire que justement cette loi a été conçue pour déjà harmoniser un peu la réglementation sur l'ensemble des pays européens, mais pas que, et que c'était nécessaire de le faire parce que sous l'explosion de la big data, du numérique, tout ça, donc il y avait de plus en plus de données qui transitaient. Et alors c'est un point intéressant qui est soulevé par Laurent parce qu'on parle de règlement européen et non pas de directive européenne. Ça c'est intéressant parce qu'un règlement européen, ça veut dire que dans sa très large majorité, c'est le cas pour le RGPD, s'applique de manière uniforme dans tous les pays membres de l'Union européenne. Alors qu'une directive va être prévue pour permettre à chaque État de l'introduire dans son droit national, donc ça prend du temps, et de, on va dire, la customiser, pour utiliser un terme public, la customiser pour la mettre un petit peu à sa sauce. Il y a des possibilités de ce genre dans le RGPD, mais on va dire que, allez, 80%, 90% du RGPD, ce sera la même règle
dans tous les pays de l'Union européenne, ce qui veut dire aussi qu'entre les entreprises, on va jouer avec les mêmes règles du jeu. Et ça, c'est important. Effectivement, c'est une notion à préciser. J'en avais pas connaissance pour le coup, donc c'est vrai que c'est hyper important. On rappelle la deadline, c'est le 25 mai. La loi va être appliquée le 22 jours. Il reste 21 jours. Alors, un point peut-être aussi là-dessus, parce que il y a une économie de la peur qui s'est mise en place sur les réseaux sociaux, sur le web. Faut être très, très clair. Moi, je suis avocat, je peux le dire, parce que je suis directement concerné. Il y a un business du RGPD qui s'est mis en place. La CNIL alerte beaucoup d'ailleurs les gens là-dessus. Vous voyez tous les jours des mails qui vous expliquent attention, on va venir manger vos bébés si vous n'êtes pas compatible avec le RGPD le 25 mai. Les commandos de la CNIL vont casser vos fenêtres et vont venir vous arrêter. Bon, faut un peu se calmer. C'est vrai que la date butoir, c'est le 25 mai. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on sait que le texte allait arriver. Pour autant, il va y avoir une certaine forme de tolérance. Alors, ça ne veut pas dire que le 25 mai, on est tranquille si on n'est pas dans les clous. Normalement, on doit être dans les clous. Mais on sait aussi concrètement, soyons concrets, que ça ne va pas être le cas pour la grande majorité des entreprises. Alors, comment on fait ? On s'en préoccupe. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant considérer que cette contrainte juridique, il va falloir en faire une opportunité. De toute façon, il faudra y passer. Et il faudra transformer ça en valeur ajoutée vis-à-vis du public. Mais en revanche, le 25 mai, ce n'est pas la fin du monde. Il ne va pas y avoir des gros cratères qui vont s'ouvrir sous vos pieds, mais préoccupez-vous dès maintenant d'avoir une logique RGPD au sein de l'entreprise. Et allez, moi j'oserais même dire, donnez-vous 6 à 12 mois pour mettre tout ça en place tranquillement. Fuyez les vendeurs de peur qui vous disent il faut être prêt pour le 25 mai. Ça, c'est des conneries, il faut le dire. Complètement. Voilà. Donc le tout, c'est de mettre un pied dedans, de s'intéresser à la logique, de préparer des actions, des mises en œuvre conformes. Du coup, on parlait donc de données personnelles, c'est le cœur du sujet. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle en soi ? Parce qu'on en laisse tous les jours, depuis des années, un petit peu de partout, que ce soit dans le digital ou autre. Mais qu'est-ce que finalement une donnée personnelle ? C'est ces informations qui viennent identifier une personne physique. Toutes les informations qu'on peut laisser. Directement ou indirectement. Exactement. Effectivement, les données les plus courantes sont le nom, prénom, l'adresse mail, l'adresse physique. Mais il y a aussi d'autres choses, les historiques de navigation. Voilà, il y a une liste assez conséquente que tu as peut-être en stock dans ton texte. Moi, je fais, alors sans vouloir être trop juridique, parce que sinon on perd la moitié de vos auditeurs, voire la totalité. Mais quand je fais des formations sur le RGPD aux entrepreneurs, je lis toujours une extenso de 2 choses. Je vous propose peut-être d'en lire simplement une. C'est la définition de la donnée personnelle, parce que c'est très symbolique de ce qu'est le RGPD. C'est-à-dire, grosso modo, l'erreur à ne pas faire quand on est entrepreneur, c'est se dire est-ce que je suis concerné par le RGPD ? Est-ce que je dois nommer un DPO ? Est-ce que moi je fais que du B2B, donc finalement ça ne me concerne pas ? Les chances de ne pas être concerné par le RGPD, c'est comme les chances de gagner au loto. Voilà, on peut dire les choses simplement. Donc, à partir du moment où vous acceptez ce principe-là, vous partez sur le principe de vous mettre en conformité avec le RGPD et vous commencez à vous y intéresser. Je vous lis juste cette définition pour bien vous écœurer. Donc, si les fenêtres sont ouvertes, vous les fermez pour éviter de sauter. Et puis, ça va bien se passer. Je vous lis simplement la définition de la donnée à caractère personnel. C'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable est réputée être une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Alors, ce qui est important de retenir, c'est quoi ? Je m'arrête là, évidemment. Allez, ciao. Donc, ce qui est important à retenir, c'est quoi ? C'est un mot, c'est notamment. Vous avez dû entendre dans la définition notamment. Ça veut dire que ce n'est même pas exhaustif. Donc, que ce soit la donnée perso, que ce soit le traitement de données perso, dites-vous que de toute façon, vous êtes concerné. Sauf si vous implantez votre entreprise sur Mars, ce qui n'est pas encore tout à fait établi. Je crois qu'Elon Musk n'est pas complètement prêt. Non, pas vous encore. serez concerné par le traitement de données perso, donc il faut en tirer. On ne parle pas simplement des données collectées sur des sites internet, des CRM, effectivement. Un enregistrement vocal, par exemple, est considéré comme une donnée personnelle. Ça, c'est important également. Et on ne parle pas que du digital. Si, par miracle, vous tenez encore des fichiers papier, vous êtes concerné. C'est-à-dire que c'est comme sur les salons, effectivement. On prend un contact sur un salon, on doit avoir un consentement pour pouvoir faire quelque chose. Collecter. On va dire que la seule exception, c'est à titre privé, votre carnet d'adresse privé. Vous avez l'adresse de Bébé Simone éventuellement dans votre carnet d'adresse. On n'a pas besoin de lui demander son consentement pour… Voilà, là, vous êtes relativement préservé. Bon, si elle vous fait un procès, venez me voir, on s'arrange.
Très bien. J'ai la régie qui me dit qu'il faudra parler un peu plus fort. D'accord. Ok. Ok, donc Parce on que augmente on y va. le level. Ok, donc tout le monde est concerné, ça il faut le retenir, particulier, entreprise. Et du coup, qu'est-ce que ça change justement pour les particuliers et les entreprises? Toi, en tant que particulier, Thomas, qu'est-ce que ça va changer? Et pour toutes les entreprises qui nous regardent, pour tous les dirigeants qui ont un petit peu peur du sujet, donc on a dit ne vous alertez pas, mais commencez à y réfléchir, mettez-vous dans la logique. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? On peut commencer par les entreprises. Qu'est-ce que ça change pour les entreprises, cette nouvelle réglementation qui entre en vigueur? Alors, pour les entreprises, ça change. On va dire que ça, on pourrait dire que ça ne change pas tant que ça. D'accord. Si on avait des entreprises qui étaient à jour de la loi du 6 janvier 2018 actualisée, le saut à faire pour être conforme au RGPD, ce serait presque un saut de puce. Okay. La difficulté, c'est quoi? C'est que la conformité à la loi de 78, elle n'est pas vraiment acquise dans notre pays, il faut être très clair. Donc, ça change beaucoup de choses à partir du moment où on prend tout depuis le départ. Et si on considère qu'on prend tout depuis le départ, ça change pas mal de choses parce qu'effectivement, il va falloir, au sein de l'entreprise, mettre en place toute une série de processus de contrôle qui vont permettre d'être compatibles au RGPD. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès lors qu'il y a la notion de données personnelles qui rentre en ligne de compte dans votre entreprise, vous devez mettre en place toute une série de mécanismes pour vérifier que l'ensemble des droits des personnes physiques vont être respectés. Vous allez devoir aussi respecter toute une série d'obligations de mise en conformité. C'est difficile de tout citer, mais on peut citer par exemple le fondement, le fondement légal qui est fourni par le RGPD pour pouvoir collecter, traiter de la donnée perso. Il y en a 6, et là j'espère que je ne vais pas en oublier un. Les plus faciles, les plus classiques, on va commencer par le basique, ça va être le fondement légal. Le fondement légal, vous voulez facturer, les données que vous allez collecter pour facturer, par définition, vous allez devoir les récolter, il n'y a pas de choix, c'est un fondement légal. Ensuite, il y a les données relatives au consentement, ce qui nous amène à parler d'exception tout à l'heure, qui est finalement peut-être le Graal du fondement légal, parce que le plus simple, entre guillemets, le plus simple à récolter, parce qu'il ne s'agit pas de dire oui ou non, il s'agit d'avoir un consentement qui soit vraiment dans les clous de ce que prévoit le RGPD. C'est là qu'Acceptio est très fort par rapport à la mise en conformité du consentement vis-à-vis du RGPD. Ensuite, il y a la nécessité contractuelle ou pré-contractuelle. Donc, concrètement, vous voulez m'acheter un blouson en ligne sur mon site e-commerce. Si vous voulez que je vous l'expédie, il va bien falloir, par exemple, que je récolte votre adresse, vos coordonnées, éventuellement, pourquoi pas, adresse mail et numéro de téléphone pour le suivi de la commande. Voilà. Ensuite, voilà, exactement. Ensuite, on va tomber sur des choses qui sont plus à la marge quand on parle de l'économie du web. Vous êtes un service public, ça concerne les services publics, vous n'êtes pas totalement concerné. Donc, service public avec une mission de service public. Ensuite, il y a la nécessité de sauvegarder les intérêts vitaux d'une personne. Là aussi, on voit qu'on est dans quelque chose de très limité. Alors, ça va être quoi? Par exemple, une épidémie. On découvre qu'il y a une épidémie et il va falloir qu'on étudie les sujets pour trouver un vaccin rapidement. Donc, toutes les données perso relatives à ces personnes vont être exploitées. Et s'il s'agit de sauvegarder la population, on ne va pas leur demander vous êtes d'accord ou on laisse les gens mourir? Non, on laisse les gens mourir. Bon, voilà. Il va falloir, là, c'est important d'évoquer. Ça veut dire aussi que les hôpitaux rentrent du coup dans ce fondement-là. Il y a toute une série de données qu'on appelle notamment des données sensibles qui font l'objet d'exceptions. Et il faut retenir une chose fondamentale dans le RGPD. Le RGPD, c'est principe, exception au pluriel. Voilà. Et certains considéreront même qu'on est trop sur un texte libéral. On y reviendra peut-être plus tard. Et dernier fondement que je n'ai pas évoqué, pour moi, un fondement casse-gueule. Je le dis clairement parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se dirigeront vers ce fondement-là. C'est les intérêts légitimes de l'entreprise. Je peux considérer que les intérêts légitimes de mon entreprise prévalent sur la protection et les droits des personnes concernées par le recueil de leurs données. C'est possible, juridiquement c'est prévu. Simplement, qu'est-ce que c'est que les intérêts légitimes de l'entreprise? Si vous voulez avoir une notion très précise de ce que c'est, eh bien moi je ne connais pas d'autre façon que d'aller lire un texte, un avis qui a été donné par le G29. Le G29, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme le G8, c'est le regroupement des CNIL européennes. Donc, c'est un texte qui fait 77 pages pour expliquer ce que c'est que les intérêts légitimes. Ah oui. Bon, on a perdu 3 utilisateurs. Voilà. À titre perso, je ne conseillerais pas d'utiliser ce fondement juridique-là, mais ça fait partie des fondements. Donc, voilà, qu'est-ce que ça change pour les entreprises? Ça change de se mettre en conformité par rapport au fait d'intégrer dans le quotidien la notion RGPD avec aussi 2 éléments clés, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle, donc je suis un bavard, arrêtez-moi. 2 2 éléments.
deux notions qui sont posées par le RGPD, c'est ce qu'on appelle le privacy by design, vous noterez un accent anglais. Oui, c'est pas mal. Voilà. Et le privacy by default, c'est remarquable. Très bien, effectivement. Donc, c'est quoi ces deux bêtes? Privacy by design, ça veut dire que dès que vous allez concevoir un projet de vente de biens, de vente de services à destination des personnes physiques, vous allez devoir avoir. Je vois quelqu'un qui baille là-bas au fond, ça se voit pas. Mais... Oh là là, ça c'est ça. Il y a un personnel de vidéo web qui a baillé, qui n'a même pas caché sa bouche en baillant devant moi pour me dire t'es chiant, le gars. Je te dis, voilà. Je veux faire une parenthèse. J'espère qu'elle sera virée. Hein. On va étudier son cas. Voilà. Ah bon, pas sûr, hein, mais bon. Donc, simplement par rapport à ça, le privacy by design, ça va être le fait de concevoir votre projet d'entreprise avec en permanence présent à l'esprit cette notion clé de la protection des données personnelles. Ça va devenir votre quotidien, votre ADN. De la même manière que vous pensez à combien ça va coûter, quelles ressources je vais mettre dessus, il faudra que vous posiez la question dans la timeline. Quid des données personnelles. Bien sûr. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de cette donnée? Et est-ce que j'ai Ça, c'est la deuxième notion, effectivement. Donc, c'est la notion de privacy by default qui va venir aussi devoir vous imprégner. Alors, ce n'est pas des notions nouvelles, encore une fois. C'est des notions qui existaient, mais qui sont mises en avant par le RGPD, qui sont concrétisées par le RGPD. Donc, le privacy by default, c'est quoi? C'est la minimisation de la donnée. Et là, un exemple très simple pour que tout le monde comprenne, qui n'est pas de moi, qui est des confrères du cabinet Stoll et Associés qui ont fait un super bouquin, très juridique pour le coup, mais qui est un super bouquin en matière de protection des données perso, où ils mettent cet exemple-là, ils disent voilà, si quelqu'un veut me souhaiter mon anniversaire, de quelles données il a besoin? Il a besoin de quoi? Du jour et du mois. Mais est-ce qu'il a besoin de mon année? Non. Pas forcément. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur exemple. Effectivement, c'est un très bon exemple. Donner de la minimisation de la donnée. Merci les confrères de Stoll et Copyright. Merci à eux. Qui nous regardent, j'imagine. Donc ça, c'est un bon exemple pour dire qu'il faut réduire à la portion congrue la donnée de quoi j'ai besoin. C'est le principe. Mais encore une fois, toute une série d'exceptions. C'est vrai que sur le digital... Pardon, alors je suis coupé. On a une question, je crois. Il y a Célia qui demande, la CNIL aura-t-elle quelque chose à faire dans tout ça? Oui, bien sûr. Ah oui, là. La CNIL, c'est ce qu'on appelle l'autorité de contrôle dans le règlement général européen. C'est-à-dire que, alors elle avait déjà un rôle aujourd'hui, qui était le rôle de régulateur par rapport à tout ça, mais on renforce ses pouvoirs en termes de sanctions notamment. D'accord. C'est-à-dire que c'est elle qui va opérer des contrôles. Comme vous avez, là aussi, on va essayer de donner des exemples un peu généralistes. Les gens connaissent la DGCCRF, vous savez, ceux qui contrôlent les restaurants de plage pour voir si le frigo est à bonne température, si les employés sont déclarés. Voilà, si l'huile des frites est propre, etc. Voilà. Ouais, j'ai déjà couru dans un restaurant pour me planquer. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire que la CNIL, son business, ça va être la protection des données personnelles, et c'est eux qui vont pouvoir faire des contrôles, c'est eux qui vont pouvoir faire des mises en demeure, c'est eux qui vont pouvoir entamer des poursuites, etc. etc. C'est l'organe régulateur français, bien sûr, du RGPD, et dans chaque pays européen, il faut qu'il y ait une autorité de contrôle. Généralement, c'est l'équivalent d'une CNIL qui traite ce genre de choses. Et d'ailleurs, j'en profite pour un conseil, là aussi pratique à tous les entrepreneurs. Le site de la CNIL est une pure merveille. Donc, si vous galérez et si vous n'avez pas forcément commencé le travail, que vous voulez attendre un peu avant de faire venir un juriste ou que vous ne voulez pas faire venir un juriste, allez sur le site de la CNIL. Là, je vais me faire matraquer par tous les confrères qui me disent toujours « faut pas dire ça, tu as tué le business ». Bon, je le dis quand même. Le site de la CNIL, c'est rempli de super guides, de PDF explicatifs, de vidéos. C'est vraiment effectivement, même l'ergonomie du site pour y être allé, c'est pas mal, c'est hyper pratique. C'est un excellent site. Donc, commencez par ça. Quand on dit par quoi commencer, si vous ne connaissez rien du tout, la CNIL. Le CNIL.fr. La CNIL. La CNIL. Problème avec donc la CNIL.fr, et là vous aurez vraiment une montagne de renseignements, c'est vraiment très bien fait. Juste, je reviens sur ta question initiale, parce qu'il est en train de nous péter la trame, je passe par On avait prévu un pilote, et là on est complètement en freestyle. Du coup, on essaye de choper des mots-clés dans le. Voilà. Donc, en gros, pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent rien, on va essayer de vulgariser un peu tout ça. Qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs? C'était ta question initiale. Donc, récolter au préalable un consentement. Ne l'activez pas par défaut, désactivez-le. Expliquez pourquoi vous récoltez ces informations et la finalité précise. Le consentement étant oui, j'accepte. Voilà, oui, j'accepte. Exactement. Expliquez la finalité, pourquoi j'accepte de recevoir une newsletter. Par exemple, c'est le cas le plus courant, que 90% des entreprises utilisent aujourd'hui. Un reconnaissance du droit à l'oubli pour les utilisateurs. Donc, un utilisateur qui vient, qui vous dit « oubliez-moi », vous devez complètement l'effacer de votre base. Et ça le droit à la portabilité des données. D'accord. Donc, passer d'une FAI à une autre, passer d'une assurance à une autre, aujourd'hui, ça doit être facilité par la portabilité des données, c'est-à-dire je demande à ce que toutes mes données soient transférées à l'autre entreprise. D'accord. C'est-à-dire que l'entreprise qui détenait mes données ne pourra plus les utiliser.
Alors non, effectivement, si elles sont transférées, alors là aussi, principe exception, on peut refuser le transfert de ces données sous certaines exceptions. On ne rentrera pas dans le détail, c'est un peu trop compliqué. Mais oui, effectivement, même, le meilleur exemple, là encore, c'est la portabilité du numéro de téléphone, que tout le monde connaît. Si vous avez déjà changé d'opérateur téléphonique, bien sûr. vous demandez votre numéro RIO. Là, vous vous adresserez au responsable du traitement des données. Vous lui direz, voilà, je vous demande à ce que mes données soient transférées de telle entreprise à telle entreprise. Et en théorie, vous avez effectivement l'obligation de le faire. En théorie. Très bien. Un autre changement, juste rapidement, si l'entreprise est piratée, si des données personnelles sont attaquées, l'entreprise doit avertir immédiatement les clients et la CNIL. Il y a un 24 délai ou 48 heures, 72 heures. heures. Il y a des 72 heures à respecter. Là encore, principe exception. Il y a des exceptions. Mais il y a un droit de notification qui existe effectivement à l'attention des personnes dont les données ont été violées et à l'attention de l'organe régulateur, donc l'autorité de contrôle. Et du coup, en tant que particulier, usager du quotidien, demain, moi j'ai un souci avec mes données, à qui je m'adresse, je tape sur Internet, protection des données, comment je fais? Est-ce qu'il va y avoir des assos, des structures qui vont être déployées? C'est le dernier point, effectivement, c'est les actions de groupe. Les utilisateurs peuvent être défendus par des associations qui vont ensemble attaquer l'entreprise qui a… On arrive sur un point qui est intéressant. Je parlais tout à l'heure de l'économie de la peur. C'est un point intéressant parce que le vrai danger initialement, c'est pas… Vous avez, j'imagine, tous entendu parler des sanctions. On dit attention, les sanctions, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. En prenant la sanction la plus élevée. Clairement, ça sera exceptionnel. Bon, ça sera exceptionnel, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais simplement, ça veut dire qu'on prévoit toujours des maximums et que la CNIL va décider éventuellement de la sanction administrative en fonction de la gravité de l'atteinte aux données perso. Par ailleurs, ça n'est qu'une partie de la problématique, parce qu'il y a aussi une responsabilité pénale qui peut être engagée, ça peut être un délit. Il y a une responsabilité civile qui peut être engagée, et là, les sanctions ne parlent que de sanctions administratives. Donc, il y a un triptyque de sanctions. Alors, qu'est-ce qui est vraiment dangereux pour les entreprises, notamment celles qui ne sont pas du tout dans les clous? Je parle pour les PME, parce que pour les grosses entreprises, les multinationales, là, moi, je me ferai un petit peu de soucis si au 25 mai, elles ne sont pas dans les clous. Mais pour ce qui représente le tissu économique le plus important de notre pays, on va dire les PME, les TPE, le vrai risque, c'est pas tant que… c'est qu'une analyse personnelle que je partage, mais c'est pas tant que la CNIL vienne vous embêter de manière concrète et vous adresse des sanctions administratives, c'est qu'effectivement, des personnes privées, donc des consommateurs, des associations qui se sont constituées, viennent relever que vous vous asseyez sur la protection des données perso et qu'à partir de là, ils engagent des actions contre vous. Donc, ça peut devenir dangereux quand, économiquement, à partir du moment où il y aura beaucoup d'actions engagées. Donc, effectivement, on parle de l'action de groupe. Merci les avocats, c'est une initiative du Conseil national des barreaux d'avoir demandé à ce que l'action de groupe soit éligible à ce type d'action-là. Tout n'est pas terminé parce qu'il y a des discussions en cours encore à l'Assemblée nationale et au Sénat, tout ce qui est la navette qui est en cours. Mais on va dire qu'effectivement, le vrai danger va venir de la rue. Et oui, du coup, gros pouvoir des consommateurs, des assos. On change le pouvoir. Ouais. On a une question. On a Quentin Sanchez qui demande, il semble y avoir beaucoup de choses à faire pour se mettre en conformité. Existe-t-il des solutions pour se mettre en conformité en 20 jours? Exception. Eh ben, on y vient. Les étapes. C'est les étapes concrètement. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Une personne qui veut se mettre en conformité pour le 27 mai, jour 1. Déjà, la première chose à faire, c'est de désigner un pilote, donc un DPO ou pas, quelqu'un qui va être responsable de cette mise en conformité. Un DPO, on rappelle ce que c'est Data Privacy Officer, en anglais, responsable du traitement des données en français. Tout le monde n'est pas obligé d'en désigner un. Délégué à la protection des données par responsable du traitement. Là, j'ai été rattrapé par la loi. Bam. Donc on désigne un pilote. On désigne un pilote, pas forcément un DPO. Il y a des organismes publics qui sont obligés de désigner un DPO et les sociétés qui collectent de la donnée personnelle sensible à grande échelle. Là aussi, c'est encore soumis à interprétation. Le pilote doit-il avoir une sensibilité particulière à la data? Doit-il appartenir au service juridique de l'entreprise? Comment ça se passe dans une PME? C'est obligatoirement le chef d'entreprise? Oui, non. Quel est le profil du DPO? Alors, le DPO, c'est l'héritier du correspondant informatique et liberté. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va expliquer. Le correspondant informatique et liberté, ça pouvait être grosso modo, j'exagère le trait, mais un peu tout le monde. Le DPO, ça va être plus compliqué parce qu'on va être plus exigeant avec lui en termes de connaissance et de maîtrise du droit notamment, même si, moi d'ailleurs, j'aurais tendance à conseiller aux gens qui veulent absolument désigner un DPO et qui n'en connaissent pas franchement, de d'abord
voir qui était correspondant informatique et liberté avant, parce que eux connaissent le métier. Voilà. C'est pas forcément des avocats, hein, ça peut être même des gens qui ne sont pas du tout juristes. Les modes de désignation, tout est expliqué dans le règlement européen, mais là aussi, il y a une question qui se pose, qui intéressera tout le monde, c'est est-ce que je dois en désigner un? Ouais. Alors, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Vous ne posez pas la question de savoir si vous êtes concerné par le RGPD. Ne vous posez pas non plus la question de savoir si vous devez désigner un DPO. Désignez-en un. Oui, la CNIL le dit, hein. La CNIL Vous le n'êtes dit. pas forcément obligé de le faire. Si vous êtes dans un cas où vous n'êtes pas obligé de le faire, on vous On vous conseille de le quand faire. même D'accord. de désigner quand même un pilote responsable du traitement de données qui va être garant. Alors, qui ça peut être? Ça peut être quelqu'un d'externalisé, ça peut être Ouais. un avocat, ça peut être un ancien correspondant informatique et liberté, ça peut être une société qui a monté son activité pour faire de la tenue de registre et du conseil en titre de Et DPO. dans l'entreprise, Ça dans peut la être- PME voilà. de 10 salariés. Ça peut être quelqu'un dans l'entreprise. Alors, un piège qui n'est pas forcément facile à gérer, c'est qu'en théorie, ça ne doit pas être quelqu'un qui est, entre guillemets, pour faire simple, parmi les patrons. Pourquoi? D'accord. Parce que là aussi, je prends une image. Hein. Alors, comme on fait de la généralisation, de la vulgarisation, je me le permets. Mhm. Si j'étais sur une conférence en face de confrères, je ne me le permettrais peut-être pas. Mais grosso modo, on va dire que le DPO, c'est un peu le délégué syndical de la donnée perso. D'accord. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il faut qu'il ait une vraie indépendance. Il faut qu'il ait la capacité, par exemple, de dénoncer des choses qui ne vont pas si jamais il considère qu'on C'est s'assoit. certains directeurs. Exactement. Et évidemment, par définition, si vous êtes le patron de l'entreprise, vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied en Ah non. disant oh, regardez, je fais n'importe quoi. Donc, il faut absolument que ce soit quelqu'un qui ait une véritable autonomie. Il faut qu'il ait les moyens de sa mission, il faut qu'il ait les compétences de sa mission. Et donc, on va essayer de trouver dans l'entreprise quelqu'un qui n'est pas trop, on va dire, overbooké, pas évident. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas trop revêche par rapport au fait par exemple, la demoiselle qui dormait, ça irait pas parce que visiblement, ça Non, n'intéresse pas. Pour le coup, ça passe pas. La protection des données Et personnelles. du coup, est-ce qu'un responsable marketing peut Non. être DPO? J'imagine que non, parce Justement. qu'il a un vrai lien avec l'acquisition de données. C'est lui qui les collecte, c'est lui Eh qui oui. les traite, donc D'accord. il peut jouer dans la balance, donc forcément pas le président, D'où pas le directeur l'autonomie, ouais. général, pas le directeur marketing. Alors là, on touche à une vraie difficulté quand même, parce que notamment quand on n'est pas nombreux dans l'entreprise, qui ça va être le DPO? Alors c'est là, si on a les moyens éventuellement un DPO externalisé. Ouais. Et puis si on n'est que deux, par exemple, qu'on est tous les deux associés, évidemment, le Messédite, ce sera un des deux. Hein. Ouais, voilà, là, il n'y a plus de. Il n'y en aura pas. D'accord. Donc, on désigne ce DPO. Ouais. Très Enfin, bien. en tout cas, ce pilote. Ouais. La prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Alors, la prochaine étape pour une mise en Pour conformité. une mise en conformité. Cartographie des Là, données. ouais, c'est ça. Ça va être de la cartographie de données. Là, on tombe D'accord. dans le dur. Hein. C'est difficile un peu d'expliquer ça, mais grosso modo, le stade 1, ça va être vraiment d'identifier les niveaux dans l'entreprise où il y a de la data qui est exploitée. Il faut réussir à faire une cartographie de la data. C'est comme si vous Les salariés sont concernés aussi, hein. Tout le monde. C'est pas simplement les Oui, clients parce et que les du prospects. coup, il y a aussi les Ouais, données ouais. salariées qui se Bien retrouvent sûr. un petit peu de partout dans. C'est comme si vous conceviez les plans d'une maison. D'accord. Grosso modo, vous voulez faire des travaux dans votre maison, mais des gros travaux. Vous allez regarder pour faire une ouverture dans le mur. Est-ce que ce mur, je peux percer une ouverture dedans? Est-ce que structurellement, il va tenir le coup? D'accord. Et pour ça, il va falloir faire une cartographie de la maison, prendre les plans de la maison. Là, on prend les plans de l'entreprise C'est ça. et on regarde au niveau de la data où est-ce qu'il y a de la data qui peut être traitée. Ouais, ça, c'est important. Ça, c'est une première vraie bonne étape à annoncer. Cartographier tout. Où est-ce que vous avez stocké des données? Sur quelle plateforme? Il y en a souvent plusieurs. Un simple fichier Excel va suffire. Hein. Ok. On ouvre un fichier Excel, on note rassemble. toutes les données. Voilà, c'est salarié, je stocke le nom, prénom. On peut rappeler à ce niveau-là aussi que la CNIL édite un guide qui est très bien. C'est la mise en D'accord. conformité en 6 étapes. On pourra peut-être mettre les liens éventuellement. Il y a des templates. On ouais. va Il y a les des mettre en modèles, commentaire. Il y a des modèles téléchargeables. Et c'est vraiment bien fait. La CNIL vient justement d'éditer 5 ou 6 petits guides successifs pour aider à la mise en conformité. Précipitez-vous dessus parce qu'ils sont vachement bien faits. D'accord. Ça rassure. Ça montre que c'est pas si dramatique que ça. Et puis, en lisant bien et en se faisant peut-être accompagner, si on a le budget pour se faire accompagner, ça se fait. Franchement, faut pas en faire une montagne non plus. On dira pas que c'est simple, mais ça se fait. Voilà, progressivement, doucement. La CNIL a aussi mis en place un logiciel, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui permet de faire de l'analyse d'impact. On expliquera peut-être ce que c'est. Ok. Et déjà, rien qu'en utilisant ce logiciel gratuit que la CNIL a créé, on peut déjà manger un petit peu sur cette problématique de cartographie quand on ne sait pas trop par où commencer. Donc, C'est important. Tout se croise. Ok. Le pilote, la cartographie des données. Ouais. Ensuite, on met à jour ses consentements. Ouais, avec exactement. Acceptio. Donc, exactement. Et c'est là que Acceptio rentre dans le jeu, finalement, dans le game, justement pour demander le consentement à ses salariés, aux utilisateurs de votre service, à toutes les personnes sur qui vous collectez des données. Ça, c'est la troisième mesure. Quand le fondement légal est celui du consentement. C'est-à-dire qu'à chaque Oui. fois qu'on va avoir besoin du consentement, Acceptio
c'est vraiment transversal sur énormément de cas de figure. Mhm. Après, pour les salariés, par exemple, pour leur bulletin de paie, on va être sur du fondement légal. Ouais. Donc là, il n'y aura pas besoin de consentement. Mais on va dire dans le domaine du e-commerce, dans le domaine du digital, dans le domaine du web, Acceptio permet vraiment de Alors, passer comment le ça cap marche? très Qu'est-ce qu'on fait facilement. avec Acceptio? On génère des encarts certifiés RGPD, des encarts de consentement certifiés, c'est-à-dire qui vont venir remplacer des cases à cocher non conformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a souvent Donc, des on a cases un à cocher. formulaire. Voilà, et à la fin de ce formulaire, généralement, on demande, on précoche, et ça c'est la mauvaise pratique actuelle, la case cochée, qui va abonner automatiquement les utilisateurs à tout un tas de canaux marketing, qui va permettre à l'entreprise de fournir toutes les données à des tiers, etc. etc. Donc ça, c'est terminé. Aujourd'hui, il faut demander un consentement par finalité. Donc, une newsletter, c'est un consentement. Si je veux faire des relances phoning, je demande un deuxième consentement. Si je veux donner les données à mes partenaires, un troisième consentement. Expliquer clairement la finalité. On peut demander plusieurs consentements sur le même formulaire. Tout à fait. C'est d'ailleurs recommandé et Ouais. obligatoire désormais. Et horodater ces consentements, c'est-à-dire pour pouvoir prouver si la CNIL en fait la demande, si le client en fait la demande, ou en cas d'export marketing, parce qu'à un moment, on va avoir besoin d'utiliser ces datas dans le cadre pour nourrir son département commercial, pour nourrir son département marketing, et bien il faut avoir ces consentements à jour. Voilà. Ouais, ça, Donc ça. Acceptio permet tout ça, à la fois de générer des encarts très rapidement, ça se fait en quelques minutes sur le site. On prend à l'aide de nos connecteurs e-commerce ou alors en copiant-collant un bout de JavaScript, un peu comme Google Analytics sur son site, on va venir intégrer un encart de consentement conforme qui va venir gérer tout ça pour que vous n'ayez pas à le faire, parce que ça, c'est quelques heures de conseil avec un avocat, quelques journées de développement avec un technicien, et ça peut vite chiffrer. Et nous, on a essayé de trouver une offre adaptée aux TPE, PME, pour leur permettre de mettre à jour la partie visible, la partie émergée de l'iceberg assez rapidement. En une journée, ça peut être fait. Voilà. On se rend compte d'ailleurs, dans l'activité d'avocat, dans le domaine de la protection des données personnelles, que finalement, c'est vrai que c'est Alors, je le dis encore une fois, moi je suis intéressé à l'aventure, donc je ne suis pas très objectif, mais je le dis sincèrement, par rapport à l'activité professionnelle, quand on discute avec des clients des opérations de mise en conformité, Acceptio, c'est un peu le Graal. C'est-à-dire que vraiment, c'est la première marche qui permet d'arriver et de balayer toute une série de difficultés, parce que ça fait gagner du temps, d'une part, tout est automatisé, et la force d'Acceptio, c'est d'avoir uni le technique au juridique. On a travaillé longtemps pour mettre au point ce logiciel. Ça n'a pas toujours été facile de réussir à faire coller technique et juridique, parce que des fois les intérêts sont contradictoires, et surtout dans l'entreprise Agilitation, ils ont quand même l'expérience aussi du business, qu'un avocat n'a pas forcément. Il faut être conforme, mais pas être trop tue-l'amour, parce que les entreprises ont besoin de collecter des consentements. Sans consentement, il n'y a plus de business, parce qu'il n'y a plus d'email, il n'y a plus de relance phoning, il n'y a plus de courriers postaux. Voilà. Donc, et ça a été une préoccupation majeure à prendre en compte, qui n'était pas forcément facile juridiquement. Donc il y a eu des mois de développement pour y arriver. Et aujourd'hui, on sait que la solution est conforme et qu'elle permet de dégager du temps, ce que les entrepreneurs n'ont pas. Ceux qui ont dans la tête de recueillir le consentement de leurs utilisateurs, parce que ça va être un fondement légal du traitement de des données perso, là, ils ont un outil qui est vraiment opérationnel et pratique. En lien, en commentaire. J'allais le dire justement. Deuxième On rappelle le nom de fonctionnalité, l'outil, c'est Acceptio. On va vous mettre le lien directement du site en commentaire. La deuxième fonctionnalité qui fait suite en fait aux nombreuses questions qu'on a eues des clients qui nous ont contactés via le chat ou par téléphone, c'est moi j'ai travaillé dur ces 10 dernières années pour collecter un MAC dans ma base de données. Cette loi est en train de me dire que je suis amené à les mettre à la poubelle. Comment vais-je recueillir à nouveau 100% de mes consentements existants? Donc malheureusement il n'y a pas de formule miracle, on n'obtiendra pas 100% des consentements. On ne mettra pas à jour 100% des consentements de la base existante. En revanche, on a mis en place une solution, une fonctionnalité qui permet de réactiver sa base. Donc c'est très simple, on fait un export de sa base, on l'intègre dans Acceptio et nous on génère des liens individuels à envoyer via une campagne marketing, soit dans un email, soit dans un SMS, soit sur une borne d'accueil, et qui permet de redemander le consentement de ces utilisateurs. Oui, parce que c'est bien de le rappeler du coup. À partir du 25 mai, ce n'est pas les nouvelles bases, il faut aussi mettre en conformité les anciennes bases que vous avez. Sinon, ils deviendront inutilisables, parce que si un client reçoit un mail et vient vous voir en disant j'ai jamais demandé à recevoir votre prospectus ou votre email, s'il y en a plusieurs qui se manifestent comme ça peut être un petit problème. On peut donner un exemple d'ailleurs à ce titre-là qui parlera à beaucoup de monde. La donnée qu'on collecte, elle n'est pas collectée à vie.
il y a une durée de validité de la collecte. Et d'ailleurs, dans les obligations de récolte et traitement des données perso, il faut indiquer la durée pendant laquelle on va conserver la donnée. Ah, et ça, c'est important. Un exemple, donc il n'y a pas de définition claire et nette, il y a des recommandations de la CNIL, parfois il y a des règles de droit, notamment par exemple dans le légal sur la conservation d'une facture, donc ça fait partie des données qu'on doit conserver à durée déterminée, mais il y a des recommandations qu'il faut suivre. Par exemple, un prospect qui n'a pas répondu pendant 3 ans à des relances commerciales par mail, vous êtes normalement censé supprimer cette donnée de votre base de données. Vous ne pouvez pas la conserver. Donc il y a des référentiels. Là aussi, la CNIL a mis au point des tableaux de référentiels de durée de conservation des données. C'est des vieux tableaux, je crois que de mémoire ils datent de 2012, mais qui sont toujours d'actualité. Et il faut se tenir à ces délais de conservation de la data. Une donnée, on ne la conserve pas ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il y a une vraie vigilance à avoir justement sur la durée de vie d'une donnée, et c'est là que le DPO, ça va être son travail. Voilà, ça va être son travail, ses missions de veiller, de réguler sur la durée de vie, sur le consentement, c'est hyper important. Laurent, Quentin te demande quand est-ce qu'Acceptio arrive sur Drupal? Ah, bonne question. Bientôt. Alors pour l'instant, on a différents modules. On a un module WordPress et PrestaShop. Donc c'est les deux frameworks, les deux CMS qui sont les plus utilisés aujourd'hui. Mais aussi, on a quand même aussi des utilisateurs de Shopify, de Drupal. Donc là, c'est en cours. Ça ne veut pas dire qu'Acceptio ne peut pas s'intégrer sur ces sites-là. On fournit, comme je vous le disais tout à l'heure, je l'évoquais, un bout de code à copier-coller sur son site. Le connecteur va faire uniquement va faire ce travail pour vous. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à faire appel à un webmaster, un développeur pour copier-coller ce bout de code dans le code source de la page. Donc, c'est possible aujourd'hui, mais les connecteurs arriveront prochainement. Voilà. Mais on peut toujours le mettre sur Drupal. Tout à fait. C'est pour bientôt, donc. Du coup, DPO, on cartographie l'ensemble des données. On fait les consentements. On fait les consentements. 4e point. On vérifie que ces sous-traitants sont aussi. Ça, c'est hyper important parce qu'on n'y pense pas assez, je pense. On vérifie que tous nos partenaires, tous nos sous-traitants sont à jour. Parce qu'en fait, il faut travailler avec des gens de confiance. Comment fait-on? On les appelle, on leur envoie un courrier. Qu'est-ce qu'on leur demande? Alors concrètement, c'est ce que vous voyez en ce moment qui est en train de se passer avec tous les gros acteurs de la data. Vous recevez plein de conditions générales qu'il faut à nouveau valider. Ouais. On peut s'interroger d'ailleurs sur la qualité juridique des demandes de conformité, parce que ce qu'ils nous demandent, c'est simplement de valider des conditions générales. Il faut savoir une chose, quand on récolte un consentement, le consentement ne doit pas être noyé dans les conditions générales. Donc si on donne ce consentement, il faut que ce soit sur une page dédiée, d'où chez Acceptio la mise en place d'un logiciel dédié qui permet d'afficher très clairement le niveau de recueil du consentement en dehors de tout type de contrat. Donc comment on fait? Il y a un travail d'audit contractuel à faire. C'est pas simple, c'est peut-être une des tâches les plus compliquées qui soit, notamment quand on est éditeur de logiciels, parce qu'on va devoir vérifier que ses propres sous-traitants, alors qu'est-ce que ça peut être un sous-traitant? Ça peut être du web, par exemple, que ses propres sous-traitants sont raccords avec le RGPD. C'est-à-dire que dès lors qu'ils font du traitement de données personnelles pour le compte du responsable du traitement, ils respectent l'ensemble de la législation et l'ensemble des droits des personnes concernées par la collecte de leurs données. Un point à ce titre, c'est très important, c'est qu'il y a une mise en place par la nouvelle réglementation européenne d'une co-responsabilité. C'est-à-dire que le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent être responsables conjointement. C'est-à-dire que si moi j'ai envie de faire une procédure, je vais attaquer les deux, et s'il y a une condamnation, on peut appeler ça en droit une condamnation solidaire, je pourrais demander l'indemnisation à n'importe lequel des acteurs, à charge pour lui de se retourner ensuite contre le sous-traitant. Et ensuite, ça va être la bataille. Clairement, l'agence de com, l'agence web marketing, tous les partenaires qui gravitent autour de l'entreprise. C'est vraiment un point sensible. Et qui font partie de cette collecte et de ce traitement d'infos, de données personnelles, sont co-responsables. Et ce qu'il faut savoir aussi, on en parlait tout à l'heure avant de faire la vidéo, c'est que commence à arriver dans les appels d'offres des exigences des gros opérateurs pour faire en sorte que les sous-traitants démontrent leur conformité au RGPD, sinon ils sont exclus des marchés. C'est aussi important pour les appels d'offres. Là, on le voit, nous, on a rencontré des entreprises qui ne voulaient pas forcément se mettre en conformité tout de suite, qui prévoyaient de le faire, mais qui ne voulaient pas le faire immédiatement, ont reçu des lettres de leurs clients, souvent des grands groupes, qui leur disent, bon, vous travaillez bien, c'est super, on a une super collaboration ensemble, mais on va être obligé d'arrêter de travailler avec vous si vous ne montrez pas patte blanche le 25 mai. Donc, on peut perdre des marchés aussi. Oui, c'est ça qu'il faut. Et aussi sur les appels d'offres, c'est-à-dire qu'un appel d'offres, j'imagine que les appels d'offres qui vont arriver après le 25 mai vont exiger forcément cette mise en conformité RGPD de la part des entreprises qui postulent.
Ouais. D'où l'importance de bien contractualiser ces relations et de Ouais. faire un audit contractuel de ces relations. Puisque D'accord. le principe, c'est que à partir du moment où vous avez une certaine forme de latitude sur le traitement des données personnelles, très concrètement, je vais demander à un éditeur de logiciel de me fournir une solution. Si je lui laisse carte blanche, c'est parce que lui, il est compétent sur la question qui m'intéresse. Donc, si dans sa mission, il est inclus directement ou indirectement du traitement de données perso parce qu'il m'a demandé les données perso que je possédais, eh bien, vous allez être non seulement responsable en qualité de sous-traitant vis-à-vis de ce éditeur de logiciel, mais également, vous aurez la qualité de responsable du traitement. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir les deux qualités réunies. Ah oui. Donc, il y a ceux qui vont décider de mettre des parois hermétiques pour faire en sorte de ne pas être responsable du tout du traitement des données et limiter ainsi leur responsabilité. Et puis il y a ceux, ce sera la plus grande part, Je pense à des contrats. Oui, je pense aux contrats, qui ne vont pas correctement contractualiser la relation et qui vont se retrouver probablement avec des engagements de responsabilité parce qu'ils n'auront pas correctement contractualisé leur relation. On a une question de Célia qui demande, en tant qu'agence, comment justement démontrer aux clients que nous sommes conformes au RGPD? Bonne question. Très bonne question. Ouais, tout simplement, comment vous êtes conforme au RGPD? Généralement, on pourrait exiger un audit, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Vous savez, il y a parfois, quand on fonctionne à la commission, par exemple, on va mettre dans certains contrats le fait qu'on va vérifier que vous avez bien fait tel chiffre qui a généré à mon profit telle commission. Et donc, on prévoit une clause qui dit qu'on peut faire contrôler par un spécialiste, un expert comptable de votre choix, les comptes une fois par an éventuellement. Là, soit on fonctionne comme ça, soit on fonctionne d'une autre manière qui est plus simple. C'est que, là aussi, c'est pas une astuce qui vient de moi, c'est une astuce que j'ai vue dans une webconférence qui était menée par Étienne Drouard, qui est avocat aussi à Paris, qui disait, grosso modo, j'espère pas trop trahir ses propos, qui disait arrangez-vous pour souscrire des contrats cyber-risque. Pourquoi? Parce que généralement, en théorie, quand on signe un contrat cyber-risque, il y a un audit qui a été fait par l'assureur de la conformité à certaines exigences, notamment celle du RGPD, et ça peut constituer une première étape de démonstration de la mise en conformité. Mais quelque chose de peut-être plus simple, vous allez dire, voilà, écoutez, moi je vous prouve ma mise en conformité, je vous mets en relation avec mon DPO. Vous avez désigné votre DPO et le DPO va s'occuper de dire, voilà, qu'est-ce qu'il vous faut comme renseignement? Est-ce que vous voulez voir nos contrats de sous-traitants avec nos sous-traitants? J'ai OVH comme hébergeur, regardez les conditions générales d'OVH, ils ont mis en place ce qu'on appelle des mesures techniques et organisationnelles de nature à préserver les données personnelles de mes clients. J'ai signé tel contrat avec tel opérateur il n'y a pas longtemps. J'ai procédé à l'anonymisation ou l'anonymisation, le cryptage des données de certains de mes clients. Bref, vous allez démontrer par des résultats concrets que vous avez respecté le RGPD. Dans les faits, peut-être que pratiquement, et pour respecter l'esprit business de la rapidité aussi, ça se traduira peut-être le plus souvent par la remise d'attestation éventuellement. Oui, j'allais en venir. Est-ce qu'il va avoir une certification, un badge justement pour afficher sur son site, à mettre sur toute communication pour certifier justement son bon usage Il y a tout un volet certification qui n'est pas encore prêt, mais que la CNIL va mettre en place pour certifier les traitements. Mais bon, là, c'est aussi pour ça que il faut alerter les gens sur les vendeurs de mise en conformité, c'est que tout n'est pas prêt au niveau législatif. Si on a le temps, on parlera peut-être un peu du privacy tout à l'heure. Il y a toute une série de choses qu'on attend. Les entreprises, les groupes d'entreprises vont peut-être mettre en place des chartes. Il y a tout un logotypage qui va être mis en place pour aider les gens à savoir quand est-ce qu'on respecte certaines normes, vous savez, comme sur les boîtes de médicaments. Il y a la CNIL qui va prendre des recommandations. Bref, tout ça va se mettre en place et tout ça va permettre de créer l'écosystème de la mise en conformité auquel on pourra se référer de manière facile. Une des volontés de l'Union européenne, c'est de tabler sur les éditeurs de logiciels pour créer des solutions de mise en conformité comme Acceptio. Donc, on attend aussi que tout ça se mette en place pour démontrer sa mise en conformité. Okay, important. On a parlé de plein de choses. Je crois qu'on a abordé les principales étapes en tout cas pour commencer la mise en conformité. On le rappelle, désigner un pilote, cartographier, j'ai plus le nom. L'ensemble des données. Les données, mettre à jour les consentements, mettre à jour ses contrats. Vérifier que ses sous-traitants sont conformes également, documenter tout ça. Déjà, si vous commencez à mettre le pied dans ces 5 premiers points, vous avez fait déjà pas mal du boulot, je crois, qu'il faut continuer, perdurer, etc. Après, c'est un boulot. Ça va être quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. En fait, c'est pas une mesure, ça c'est important aussi. C'est pas quelque chose qui frappe à un moment donné et ensuite c'est fini.
ça fait partie aujourd'hui du business et ça va durer jusqu'à vita aeternam. Et Laurent soulève un point très important, documenter. Parce que qui dit contrôle dit pouvoir démontrer à l'autorité de contrôle que vous avez respecté. Toutes les démarches que vous allez faire relatives au RGPD doit donner lieu à documentation. Je téléphone à un avocat, j'ai une consultation, j'ai un rendez-vous, il vous fait une consultation écrite, donc dans la pochette. J'ai assisté à une formation à tel endroit, l'attestation de formation, boum, dans la pochette. On met en place des guides de CNIL, etc., sur lesquels on a bossé, on a échangé des documents dans la pochette. Il vous faut, que ce soit numérique ou papier, peu importe, et vous devez absolument avoir un classeur RGPD ou un dossier RGPD sur votre écran, dans lequel vous allez documenter tout ce que vous avez fait en matière de protection des données perso pour prouver le cas échéant en cas de contrôle que vous n'êtes pas resté inactif. Ça, c'est très important. Donc finalement, le DPO, c'est un vrai boulot. Ça va devenir un boulot à part entière. Et ça, c'est aussi important de le préciser. Parce qu'il va y avoir des actions quotidiennes. De la densité d'informations à traiter. Exactement. La petite boîte va avoir... Il sera aussi garant de tout ce qui va se passer dans l'entreprise en termes de personnes. Surtout que ce n'est pas fini, et on en reviendra en conclusion tout à l'heure. C'est la première partie du règlement. Une deuxième partie se prépare, assez costaud aussi. On fera une petite conclusion tout à l'heure peut-être là-dessus. Très bien, très bien. Du coup, on le rappelle, tout le monde est touché par la RGPD, toutes les entreprises, par le RGPD. Je vais vraiment me faire taper sur les doigts. Alors, même les entreprises internationales qui font du business avec la France. C'est important. Avec l'Europe. Dès lors qu'on a un utilisateur européen dans sa base, des données d'un utilisateur européen, on est obligé de se faire. Alors, ça va au-delà. Ça va au-delà parce que, en fait, ce n'est pas la nationalité qui est prise en compte. Il y a une notion d'extraterritorialité qui est posée par le RGPD. Tout citoyen présent sur le sol de l'Union européenne dont les données seraient directement ou indirectement traitées par une entité, fût-elle située ailleurs dans un autre pays, est protégé par le RGPD. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis citoyen américain, je suis en Europe, je fais du shopping sur Internet depuis un poste en Europe, je donne des données perso, etc. Je suis protégé par le RGPD. Donc ça va très loin, c'est vraiment les entreprises internationales. Donc c'est une réglementation mondiale. Mais oui, finalement, oui. Parce que... En fait, on peut imaginer, et certains esprits chagrins le font, que c'est une première réponse à toute la problématique qu'on a eue sur la non-imposition des grosses entreprises, notamment américaines, qui faisaient du business sur le sol européen. Là, et d'ailleurs on le voit un petit peu avec ce qui s'est passé récemment avec certains grands comptes. Google, Amazon, on n'a pas le choix. Les grands comptes vont devoir tenir compte du RGPD. Et s'ils n'en tiennent pas compte, là pour le coup, eux peuvent craindre les sanctions dont on parlait tout à l'heure, 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros d'amende. C'est costaud. Donc, c'est pas lié à la nationalité, c'est lié notamment au fait que c'est le territoire de l'Union européenne qui est protégé. Donc, dernière chose, on nous demande souvent est-ce que c'est bien ou pas pour mon business. Voilà. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Oui, finalement. Alors, en tant que consommateur, je pense qu'on est tous d'accord que c'est une bonne nouvelle. Je pense que dès qu'on ouvre notre boîte aux lettres, on est plus d'un à mettre la moitié à la poubelle, les boîtes mail obèses. Voilà. Donc, le fait qu'il y ait moins d'informations, je pense que ça, c'est attendu par la plupart des consommateurs qui, d'ailleurs, on voit sur pas mal d'infographies et de chiffres, attendent ça. Ils sont aussi inquiets pour leurs données personnelles. On voit les fuites de données qui sont arrivées chez les plus gros, qui étaient censés être les plus sécurisés. Donc, cette donnée personnelle inquiète. Donc, cette sécurité qui va être renforcée, à mon avis, est un argument de com que les entreprises vont pouvoir faire valoir auprès de leurs clients. C'est-à-dire, moi, je suis RGPD compliant. Complètement. Vos données, je prends que ce qui m'intéresse, je ne prends pas autre chose. J'aurai une éthique dans mes démarches de communication et je serai averti s'il y a un moindre problème. Voilà. Donc, je pense que c'est des arguments de réassurance transparence, qui vont permettre et qu'à terme, les clients, plus que ça, vont privilégier les marques qui ont cette démarche-là plutôt que le concurrent qui ne l'a pas. Donc, les premiers à le faire pourront faire valoir cet argument. Mais après, c'est comme d'habitude, quand on est le dernier, cet argument ne marchera plus. Tout à fait. Donc, autant le faire tout de suite. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est on ne parle plus de big data, mais de data minimization. C'est-à-dire qu'on ne prend que ce qui nous intéresse, mais moins de données, c'est moins de données à traiter, c'est moins de travail, c'est moins compliqué à segmenter. Donc, je pense que ça va aussi contribuer à la baisse des coûts marketing, parce que quand on envoie tout azimut à une base entière, et qu'on ne sait pas s'il y a un tiers, deux tiers qui va lire finalement ce magazine ou cet email, c'est des coûts. La question qui vient juste, on les a tous traités, c'est qu'est-ce que je fais demain, à date, avec ma base de données actuelle, mes bases de données actuelles, qu'est-ce que je dois faire? On redemande le consentement. Si on n'est pas en mesure de prouver horodaté le consentement, on va être obligé
de le redemander. Bonjour monsieur, vous êtes inscrit dans notre base de données au titre de Voilà. demande d'information en date de tel truc. Souhaitez-vous rester Et c'est là où il faut être malin et avoir des textes qui ne sont pas trop tue l'amour, comme on l'évoquait tout à l'heure, en orientant, et nous on offre plus avec Assetto des modèles de texte assez orientés utilisateurs. La plupart font comme ça, c'est-à-dire qu'on leur dit, nous on se met à jour, c'est important pour nous qu'on ait une relation directe, transparente avec vos données, mais vous aurez un contrôle constant, continuel sur l'usage qu'on fait de vos données, sur la collecte, sur le traitement. Donc, on oriente côté utilisateur pour faire valoir en fait cette démarche. Il faut aussi dire qu'il va falloir se différencier sur ce message, Ouais. puisque avant le 25 mai, forcément, vous allez être noyé sur les emails pour justement avoir votre. On peut le faire tout de suite plutôt qu'après. Autant Ouais. faire de suite. C'est vrai que le message d'envoi de consentement doit être marketé. Il doit valoriser, il doit donner envie. Ouais, c'est hyper important. Ok, on en était où? Je ne sais plus, Thomas. J'espère On que toi, était tu sur le la sais. question bonne ou mauvaise nouvelle sur le RGPD. Exact. On parlait des baisses du coût de marketing notamment, forcément, parce qu'on va ben, toucher des personnes qui vont être On plus va qualifiées. réduire ces Ouais. bases, mais les bases seront ultra qualifiées. Donc, on va pouvoir segmenter sur plus de cadeaux, mais de façon plus ciblée, plus qualifiée. On Donc, les privilégie ressources la seront meilleures. qualité à la quantité. Tout à fait. Tout à fait. Et, Ça colle aux valeurs qu'on voyait monter dans notre domaine finalement. On se rendait compte, c'est vrai avec les infographies, les différents sondages, que tous les utilisateurs, tous les usagers voulaient plus de transparence, que les marques soient plus proches d'eux, partagent leurs valeurs. Donc ça répond à ce premier point. Et deuxième chose, en renforçant ce point-là, on va avoir des communautés autour des marques qui vont être plus réduites, mais beaucoup plus fidèles pour le coup. tout à fait. La marque va se rapprocher des utilisateurs. On a une question de Quentin. Mais s'il faut s'il faut redemander le consentement par email et que l'on ne peut pas envoyer d'email sans consentement, L'astuce, Pas mal. On est bon chez Philippe. Ouais, le serpent, c'est bon la queue. l'astuce, c'est qu'on peut le faire jusqu'au 25 mai. Donc, le consentement Ah oui. tel qu'il est conçu par le RGPD s'applique à compter du 25 mai. Au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'avec les règles actuelles, il n'est pas. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qu'il faudrait dire, hein, mais on va dire que si vous devez réactiver vos bases de données, dépêchez-vous de le faire avant le Il faut le 25 faire mai. maintenant. Après, Ok. qu'on soit Mais le direct. 27, La CNIL ne va ça pas passe. venir vous taper Oui. sur les doigts parce que vous avez envoyé un email pour récupérer un consentement. Oui, pour le coup, Mais ça. plutôt un email charté marketing très pub pour lequel Celui-là vous n'avez peut pas. être- Celui-là peut Ouais. être attaqué. Tous ceux qui ont constitué des bases de données sur des fondements qui restent valables après le 25 mai ou qui ont vraiment respecté Ouais. la législation actuelle, ça peut passer, mais on sait que la problématique, c'est que ce n'est pas le cas. Donc la vraie difficulté, ça va être la qualité de ces bases de données au sens du RGPD. Et honnêtement, là, c'est un peu le tsunami juridique au niveau de la qualité juridique de ces bases de données. Ça va être rigolo. Là, les boîtes mail vont commencer à être pas Donc, mal. surtout, il faut envoyer un mail avant le 25 mai, même si c'est vrai que le 26 mai, pour envoyer un mail sur le consentement, en tout cas, ça ne va pas être le mail qui va vous punir, au final. Non, parce que finalement, la CNIL va regarder si vous avez mis le pied dedans dans le RGPD. Elle va justement et- valoriser et cette voilà, démarche. exactement. Voilà. Ça, c'est important aussi de le dire. Une petite phrase sur le e-privacy ou deux. Alors, rapidement, je vais essayer de faire court. On est à 52 minutes Allez. de RGPD. Très Pour bien. la plupart, c'est. Ouais, ça fait bien. mal à la tête. Ouais. On résumera, on fera un résumé. Dans le flot d'informations qu'on a, il y en a très peu qui parlent de ce qui va arriver bientôt, Ouais. ce qui aurait dû arriver le 25 mai, mais qui est retardé en raison de discussions entre les grosses entreprises, les gros lobbies et l'Union européenne. C'est le règlement e-privacy. E-privacy, c'est quoi? C'est, pour simplifier, le petit frère du RGPD, D'accord. qui va venir concerner non plus les personnes physiques exclusivement, mais aussi les personnes morales. C'est-à-dire qu'on Ah va oui. commencer à parler de protection des données personnelles des personnes morales. Et ça va englober tout l'aspect télécommunication du digital, les mails, Les cookies. les cookies, Ouais, les cookies. et notamment c'est à cause des cookies que ça frotte beaucoup. D'accord. Donc ça veut dire que ceux qui vous vendent aussi de la mise en conformité, cassez-leur les pieds, posez-leur juste la question, quand j'aurais fait ma mise en conformité, que je vous aurais fait tous mes chèques, est-ce que je serais conforme au règlement e-privacy? S'ils ne savent pas de quoi vous leur parlez, je crois que vous avez le droit de lui botter le cul aussi. Fuyez. Voilà, vous fuyez parce qu'il y aura quand même un problème. Bon, le règlement n'est pas encore actif. Hein, et Bon, on sait que ouais, ça va arriver. ça va Voilà, arriver, on y vient dans ça tous va les arriver. cas. Donc ça veut dire que tous ceux qui aussi ont un raisonnement qui consiste à dire bah, moi je fais que du B2B, je ne suis pas concerné, c'est une erreur fatale à ne pas faire, ça va étendre de manière spectaculaire les obligations en termes de protection des données perso parce qu'il va falloir l'envisager de manière très très large et qu'il y a énormément de références qui est fait dans le règlement e-privacy
privacy au RGPD par définition, ne serait-ce que le consentement, puisque pour le traitement du consentement vis-à-vis de la collecte et du traitement des données personnelles dans ce fameux règlement e-privacy qui devait sortir le 25 mai et qui sortira plus tard, on fait référence au consentement traité par le RGPD. Donc, vous ne l'avez pas tout de suite, ça va venir, mais quand on aura fini avec le RGPD, on recommencera avec le e-privacy, on viendra faire une nouvelle vidéo. Bah oui, complètement, ça sera l'occasion pour le coup. Très bien. Est-ce qu'on finit par justement un mot sur Acceptio? Comment on peut se mettre en conformité avec Acceptio? Alors sur la partie consentement déjà, c'est-à-dire qu'on va mettre à jour tous les formulaires de son site. On va revoir ces formulaires au passage, on va collecter que l'information qui nous intéresse. On va avoir un consentement par utilisation, par finalité. On va horodater les consentements, on va sécuriser ces consentements et on va partager ces consentements avec tous les outils que vous utilisez parce que ces consentements certifiés, au même titre que les avis, ont besoin d'être partagés avec les CRM, les outils de marketing automation, les routeurs emailing, etc., etc. Donc on a mis tout un tas de connecteurs qui permettent de synchroniser ces consentements avec tous les outils que vous utilisez. C'est facile à mettre en place? C'est très facile à mettre en place et s'il y a le moindre problème, de toute façon, on est là. Et c'est gratuit jusqu'au 25 mai, donc il ne reste plus beaucoup de temps, voilà, mais après… Profitez-en. Profitez-en. Facile, ça règle le premier des points qu'on a, voilà, le plus gros point qu'on a cité, le consentement. Donc allez-y, allez sur le site, n'hésitez pas. Et ça permet aussi, on n'en a pas parlé mais c'est important, c'était pas forcément quelque chose auquel on avait pensé dès le départ. D'une certaine manière, on est en train d'y réfléchir, de tenir des fiches de registre de traitement. C'est une autre obligation dont je ne parle pas, ce serait trop long. Mais on s'est aperçu en discutant et en échangeant avec certains clients que le résultat de la mise en place de ces formulaires de recueil du consentement nous renvoyait finalement, au final, quand on avait la page de résultats, à quelque chose qui ressemble furieusement à des fiches de registre. Ça veut dire qu'on va peut-être, dans les semaines, mois qui viennent, réussir aussi, on verra bien, à faire d'Acceptio un outil de gestion des fiches de registre. Et alors là, ça serait carrément génial. Ouais, super. Bonne future Affaire à nouvelle. suivre. Ouais, exactement. Ok, bon, je crois qu'on a bien fait le tour du sujet, il me semble. Si vous regardez le live un petit peu plus tard, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire un petit peu de partout. Sur la page Facebook Video Web, sur la page Facebook Acceptio, posez-nous les questions, on y répondra. Voilà, merci de nous avoir écoutés, d'avoir posé les questions, d'avoir joué le jeu. Messieurs, merci à vous. Merci de nous avoir invités. Pour le goût, même moi, ça m'a enrichi et je crois que ça m'a un peu élevé sur le sujet. Le RGPD. Sur le RGPD. Donc ça, c'est top. On se retrouve la semaine prochaine, nous? On sera plus court. On sera un petit peu plus court. Vous serez surtout en vacances, les gars. Et en vacances. Eh oui, c'est vrai que… à votre place. C'est vrai que… Ils pourront C'est avec nous la semaine Ah ouais. Ça sera super court, 2 heures. Bon, c'est top. Blandine nous dit, ce fut vivant et instructif. Merci à toi, Blandine, cool. d'avoir suivi jusqu'à la fin. Bravo. C'était l'objectif. Ouais, Que ce super. soit clair pour tout le monde. Merci à tout le monde et on se donne rendez-vous à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye. Il ne veut pas se terminer.